le fait que nos enfants aient un rapport sain à l'alimentation, vu que c'est nous qui les initions, c'est nous qui cuisinons, c'est nous qui sommes garants de t'as le droit ou t'as pas le droit, ou c'est ok ou c'est pas ok. C'est la responsabilité, elle est sur nos épaules. J'essaye pas de faire culpabiliser les parents, mais j'essaye juste de dire qu'au final, c'est ça, c'est ce que nous, on leur transmet, qu'ils ingèrent et qui, au final, est-ce qu'ils envisagent de la nourriture. Bah, les parents ont forcément un rôle à jouer parce que bien sûr il y a déjà les parents, il y a ce qu'on appelle le partage des responsabilités qui a été créé par Evelyne Satter. On dit quand même que le parent est responsable du quoi. Donc déjà le parent est responsable de ce qu'il propose à l'enfant, le quoi, le où, le quand, le comment aussi. Le parent est responsable du comment, et ça le comment c'est très important dans la bonne humeur, dans le plaisir, etc. Donc déjà forcément le parent a une responsabilité. De toute façon le parent a une responsabilité. Après on est bien sûr que l'enfant va se construire, etc., avec son caractère, son tempérament, tout ça. Mais oui, le parent a une responsabilité. Et c'est aussi comment nous, on parle. Tu vois, t'es à table avec ton enfant et puis tu vas manger, tu dis « bah non, je mange pas ça, je vais grossir » ou « non, ça ». Enfin, l'image que toi, tu as à ton propre corps, les commentaires que tu peux faire toi sur ton propre corps, les commentaires que tu peux faire quand t'es dans la voiture sur d'autres personnes, tout ça, ton enfant, il l'entend en fait, forcément. Donc, même sans mauvaise intention, parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut, bah forcément ton enfant il s'imprègne de tout cet environnement. Donc oui, les parents ont un rôle à jouer. Mais d'où le stress et l'anxiété dont on parlait au début, parce que je pense qu'aujourd'hui les gens, et je pense que ceux qui nous écoutent en ont particulièrement conscience et se disent ok, et souvent j'ai ça, mais je sais, mais comment je fais en fait, comment je fais. Et c'est ce que j'essaye de partager au quotidien au maximum, par exemple sur mon compte Instagram. Alors comment est-ce qu'on rend un repas fun ? Alors déjà on arrive sans trop d'exigences parce que tu vois souvent on arrive, alors on connaît l'assiette équilibrée, hein, tu vois, maintenant je pense qu'avec toute la sensibilisation qui existe on sait à peu près ce qu'il faut dans l'assiette, et du coup on arrive avec notre petite, tu sais, on avait notre petit bébé là, on lui préparait, on l'asseyait dans sa chaise haute et on l'avait en face de nous et c'était trop bien parce qu'il mangeait de tout, tu vois, les brocolis il adorait, tout, il mangeait tout. Et puis quand l'enfant grandit, ça marche plus, ça coince, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et donc on arrive avec notre petite assiette parfaite, équilibrée, et là en fait, comment on fait? Donc pour rendre fun, déjà il faut arriver avec pas trop d'exigences, arriver en se rendant compte que suivant l'âge de son enfant, il traverse des phases de développement, et je sais que tu l'as abordé dans plein d'autres épisodes avant sur le podcast, et donc forcément toutes ces phases de développement vont impacter aussi le comportement à table et le rapport à l'alimentation. Donc déjà on arrive en se disant, en se mettant un petit peu dans les baskets de notre enfant. On apporte un cadre, notre rôle c'est d'apporter un cadre, on est bien d'accord, mais on peut aussi se mettre un petit peu dans les baskets de notre enfant. Un enfant à l'âge de 3 ans face à son assiette pleine de légumes, il va pas réagir du tout comme un bébé de 8 mois, tu vois. Il n'a pas du tout le même rapport. Donc on arrive, on fait toujours en sorte qu'il y ait un aliment ami dans l'assiette, un aliment où l'enfant va arriver et se dire celui-là je l'aime bien, celui-là il me plaît, il me donne envie de manger. Souvent c'est ce qui croustille, hein. Les enfants ils adorent ce qui croustille, et ce qui est beige aussi, ils ont un amour de tout ce qui est beige, les pâtes, le pain, tout clair. Ça. Ah, c'est l'amour du beige, c'est les pâtes, le pain, bah voilà, c'est ça on le sait. Donc on peut mettre un petit peu de ça dans l'assiette, et puis après on va mettre les autres aliments qu'on sait qui sont un petit peu nutritionnellement intéressants pour eux. Donc je pense aux légumes, mais ça peut être aussi les légumineuses, puis plein de choses. Et puis bah notre job, ça va être finalement de leur faire explorer, de leur faire découvrir, mais de façon un petit peu sympa. Et c'est plus sympa, tu vois, de prendre un haricot vert et de s'en faire une moustache, d'essayer de dire qu'on mange papa brocoli, bébé brocoli, des choses comme ça. Après, on peut faire d'autres choses quand l'enfant grandit, plutôt que de dire, bah, mange tes haricots verts, sinon t'as pas ton dessert. Donc, tu vois, il y a plein de choses qu'on fait. Moi, je dis toujours aux parents, mais amusez-vous. Mettez les enfants, tu vois, dans la tranche d'âge, le 2-6 ans, là, ils sont dans l'imaginaire, ils sont dans tout ça, c'est génial. Enfin, c'est une énorme clé pour nous, pour leur faire découvrir plein de choses. Et je leur dis, mais mettez un pied dans l'imaginaire de votre enfant, retrouvez votre âme d'enfant, amusez-vous. La découverte des légumes, de tout ça, ça peut être super drôle, on peut y arriver. Et ça, on arrive à le faire si déjà là-bas, je te dis, on n'a pas un niveau d'exigence trop élevé, on fait baisser la pression. On se dit qu'on peut découvrir les aliments, ça c'est assez important, autrement qu'en les ingérant à tout prix, tu vois, en ingérant tes 120 grammes de légumes parce qu'on t'a dit qu'il fallait ingérer 120 grammes de légumes. Ça marche pas parce que si l'enfant veut pas les ingérer, bah ça marche pas, il va pas ouvrir la bouche. Donc comment on fait? Et en fait, en entrant dans le jeu, dans le ludique, dans l'imaginaire, en imaginant plein de petites choses, je te dis, moi je fais la moustache, on fait le morse, je me mets un aliment entre les dents et je dis à mes filles, est-ce que tu comprends ce que je dis, etc. Ça fait beaucoup rire. Donc faut savoir un peu, tu vois, se mettre dans cette position. Et franchement, ça fonctionne. L'enfant, il rigole. Et tu vois, il se dit pas, oh, je suis en train de manger mes légumes parce que c'est bon pour la santé. Il se dit, je suis en train de passer un super moment, on rigole. Et en fait, ça peut être chouette. Je pense que nous aussi, tu vois, il y a quelque chose, c'est que nous, il faut aussi qu'on se dise, on a une espèce de vision
on se dit, les légumes, c'est bon pour la santé. Et on mange des légumes pour ça. Alors que non, changeons notre propre vision des choses. C'est chouette, c'est coloré, c'est plein d'odeurs, plein de saveurs. C'est super chouette. Et si on transmet ça, cette énergie-là à nos enfants, on peut y arriver, quoi. Et puis, quand c'est cuisiné d'une façon qu'on aime, c'est bon. Exactement, exactement. Ouais, c'est ça, en fait. Et c'est ça aussi, tu vois, ce que tu disais, cuisiner de façon qu'on aime, c'est important parce que ça, quand l'enfant grandit, on peut aussi, petit à petit, lui dire, bon, ok, tu l'aimes pas comme ça, mais comment on pourrait le faire pour que tu l'aimes? Tu vois, en fait, on peut le rendre acteur. Je sais pas, par exemple, les œufs, je sais pas toi comment tu les en manges. Moi, je déteste l'omelette. Ça ne peut pas franchir ma bouche. Mais j'adore les œufs au plat. Bon, bah, finalement, s'il mange pas d'omelette, c'est pas très grave, on s'en fiche. Donc, tu vois, un enfant, c'est pareil. Ok, tu les aimes pas de cette façon-là. Est-ce que si on met du fromage, est-ce que si on fait un gratin, si on fait une soupe, est-ce qu'on les mange en crudité? Et c'est tout ça qu'on peut explorer finalement avec un enfant. Tu vois, t'as tout à fait raison. Et t'as raison sur le côté crunchy. Mes filles adorent le brocoli, mais que s'il est crunchy. Ouais. Si je l'ai fait à la vapeur, c'est mort. Il y a plus personne. Bah en fait, en fait le croustillant, on le sait, ça plaît beaucoup aux enfants parce qu'il y a un feedback sensoriel. C'est-à-dire que quand tu croques, les enfants ils mangent avec leur système sensoriel, vraiment. Ils mangent et nous aussi, mais eux encore plus, tu vois. Ils mangent avec les yeux. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu leur poses une assiette, parfois juste à la vue, ils te disent non quoi. Mais ils mangent avec les yeux, avec l'odeur, avec les bruits. Et ce qui croustille en bouche, ça renvoie vraiment un feedback sensoriel qui leur plaît énormément. Donc ils adorent le crunchy et c'est un énorme allié. Un enfant qui aurait du mal à découvrir des aliments, on peut lui dire viens, regarde, on croque et on voit qui c'est de nous deux qui fait plus de bruit. Oh, c'est toi qui fais plus de bruit, moi j'arrive pas, etc. Ou on essaye de faire des concerts de légumes en croquant. Et ça, si toute la famille à table se prend au jeu, ça peut fonctionner en fait. Ça peut vraiment fonctionner. On comprend donc leur amour pour les chips. Exactement, parce que ça croustille, et puis parce que il y a aussi cette dimension que rien ne ressemble plus à une chips qu'une autre chips, tu vois. Ça, c'est la force de certains produits industriels, c'est que ils sont un petit peu, ils arrivent dans un petit paquet. Tu sais, il y a un côté un peu, ils sont dans un petit paquet, on ouvre le paquet, ça fait du bruit, puis il y a des couleurs sur le paquet, et puis après ça croustille. Donc oui, il y a tout un univers. Mais maintenant, on a de la chance, il y a des chips de légumes qui existent, et on peut réussir à faire découvrir finalement ces aliments-là. Parfois, c'est tous ces petits aliments qu'ils adorent, c'est une porte d'entrée pour aller vers d'autres choses. Parce qu'après, les chips, on peut faire des chips de légumes, et puis on peut les faire maison, etc. Et on peut amener comme ça, par des petites transitions, l'enfant à découvrir d'autres choses. Est-ce que tu pourrais nous reprendre un tout petit peu les phases de développement normaux pour un enfant, tu vois, leur fenêtre d'ouverture, 18 mois, 2 ans et demi, qu'est-ce qui est normal en fonction des âges? En fait, souvent, on dit que le 4-12 mois, tu vois, c'est le début de la diversification jusqu'aux 12 mois de l'enfant. C'est un peu la phase qui est censée être simple, facile. Tu vois, t'arrives avec ton brocoli et ton bébé, il s'éclate. T'arrives avec tes asperges, mais avec toutes les choses comme ça. Et ton enfant, c'est censé être facile. Donc, le 4-12 mois, c'est fluide. L'enfant, il explore. Il va écraser avec ses petites mains, s'en mettre partout. C'est une très bonne nouvelle s'il s'en met partout. Nous, dans cette phase-là, on encourage vraiment l'exploration, quoi. Avec les mains, laissez vos enfants manger avec les mains. C'est très important. Donc, toute cette exploration, le développement de l'oralité, etc. Le 4-12 mois, puis il y a la mastication petit à petit qui se met en marche. Donc le 4-12 mois, c'est censé être simple. En général, c'est plutôt facile. Les parents ont une inquiétude sur les quantités, sur quoi proposer, mais en tout cas, l'enfant à table, ça se passe de façon plutôt fluide. Et puis après, l'enfant, 12 mois, on peut avoir les phases, tu sais, où il jette tout par terre, là, il teste la gravité. Hop, il jette tout par terre, donc ça commence, mais on sait que c'est des phases qui passent. En général, si on arrive à respirer un petit coup, et il y a des comportements alimentaires, des comportements comme ça qui partent aussi vite qu'ils sont arrivés si on n'y accorde pas trop d'importance. Tu vois, il y a des phases où ils mettent les pieds sur la table et on se dit mais qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc là, il y a 12 mois. Et puis après, ça va être la deuxième phase, c'est autour de 18 mois, mais surtout 2 ans, on entre dans ce qu'on appelle la néophobie alimentaire. C'est un peu la crainte des aliments nouveaux, même s'ils les ont très bien mangés quand ils étaient bébés. La néophobie alimentaire, ça touche 77% des enfants. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas seul à vivre ça, déjà, c'est assez rassurant. Et ça peut durer jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc tu vois, en fait, cette phase, c'est vraiment le moment où, moi j'ai toujours une image, je dis, là, vous êtes dans une zone de turbulence, on y est, 77% des enfants y sont, beaucoup de parents vivent la même chose que vous. Et là, l'idée, c'est faut maintenir le cap. Et si vous maintenez le cap, ça va bien se passer. Ça va secouer, mais ça va bien se passer. Et en fait, cette phase-là, c'est une phase où l'enfant qui mangeait très bien ses légumes avant n'en veut absolument plus. On va te dire qu'il veut sa banane coupée en deux, et si t'as le malheur de la couper en deux, ça va pas du tout. Il faut que l'assiette soit de la bonne couleur. Il faut que ça soit lui qui... Enfin, tu vois, c'est une phase d'affirmation, de différenciation, d'opposition aussi, et où finalement, il y a beaucoup de tensions et de conflits qui
peuvent se créer petit à petit autour de ce temps de repas à table, parce que les parents arrivent toujours pareil avec ce gros bagage de il faut faire ça de cette façon, et là ça coince, pourquoi? Donc en fait, cette phase de néophobie, elle dure, et si on tombe pas dans certains pièges, et ben ça peut, on peut avoir un enfant déjà qui est autour de l'âge de 3 ans, parce qu'à 3 ans, ils entrent encore dans un autre stade. 3 ans, ça peut un petit peu s'améliorer, et ainsi de suite. Donc il y a l'entrée à l'école, en plus, donc manger à table avec les copains, ça peut beaucoup aider. Mais c'est vraiment une phase où l'enfant qui mange bien un jour sur deux, l'enfant qui va manger que le midi et pas le soir, l'enfant qui va prendre, tu sais, tu lui fais une petite poêlée et puis il va trier un par un, il va te sortir et puis il va te repérer le petit bout de ce que t'as mis qu'il ne veut pas, là il va te le tirer. Tout ça, c'est des comportements finalement plutôt typiques. Là où nous on dit faites attention, c'est si ces comportements s'accentuent énormément, qu'il y a beaucoup de tensions qui se créent, et là on dit ok, ça peut valoir le coup de consulter. Mais sinon c'est des comportements typiques, et on a plein d'armes en tant que parents face à ça.